L'économie française est à la dérive. L'inflation, la stagnation des salaires, mais aussi la dette publique et privée démentielle nous invitent à reconsidérer les politiques économiques. Pour en parler, nous recevons le financier Charles Gave qui a récemment publié son livre La vérité vous rendra libre. Il propose comme solution le libéralisme économique et revient sur des notions fondatrices comme la liberté de l'individu, son droit de propriété et surtout l'intérêt de fixer des limites au rôle de l'État dans le système économique. Bonjour Charles Gave, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir. On va avoir un moment ensemble pour discuter sur des considérations politiques, économiques, même philosophiques parfois, mais pour commencer, pour les quelques abonnés que nous avons qui ne vous connaissent pas encore, mais je suis certain qu'ils sont peu, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis un fils d'officier, c'est une des choses importantes. Né en Syrie, puisque mon père faisait partie des officiers gaullistes qui ont résisté pendant la guerre. Ensuite, je suis rentré en France dans les années 40, puis on a été à Amiens, puis ensuite en Algérie. Pendant la fin de la guerre d'Algérie, j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai passé mon bac à Auch, qui est une petite ville du sud-ouest que j'aime beaucoup. J'ai fait mes études à Toulouse, et puis ensuite, j'ai été faire une business school aux États-Unis, je suis rentré, puis je me suis fait embaucher par une banque, parce qu'il fallait bien travailler quelque part, quoi. Et puis, on m'a collé dans les marchés financiers pour des raisons qui m'échappent. Et ces machins-là, ça passe son temps à monter, à baisser, à faire des trucs, on ne comprend rien. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit, écoutez, je voudrais comprendre pourquoi ça monte, ça baisse, quoi. Pourquoi ces choses-là changent de valeur tout le temps. Ça n'intéressait personne, donc je suis sorti pour faire des études là-dessus. J'ai trouvé des gens qui m'ont payé pendant 3 ans, et j'ai lancé ma première société de conseil où j'allais expliquer aux banques ce qu'il fallait faire de l'argent de leurs clients. Ce qui était sans doute une des idées les plus stupides qu'ils aient jamais eues, mais je savais qu'ils ne savaient pas. Donc j'avais un avantage sur les autres. Et depuis, je n'ai pas arrêté. J'essaie toujours de comprendre pourquoi ça monte ou ça baisse. Et on peut comprendre pourquoi ça monte et ça baisse? Oui, on peut comprendre. Alors, c'est une notion très importante, si vous voulez. C'est que vous pouvez assez facilement comprendre ce qu'il ne faut pas avoir. C'est-à-dire les machins que vous allez vous ramasser une gamelle. Vous allez perdre. Ouais. Et ensuite, une fois que vous avez éliminé, après moult travaux, les choses dont vous savez qu'il ne faut pas les avoir, l'astuce, c'est de se diversifier dans ce qui reste. Parce que dans ce qui reste, il y a un truc qui va monter beaucoup, mais au départ, vous ne savez pas lequel. Donc, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, la gestion de portefeuille, ça n'est pas une question de trouver les gagnants, c'est une question d'éviter les perdants. Si vous évitez les perdants pendant 10 ans de suite, vous êtes le meilleur gérant du monde, quand même. C'est donc, le système capitalisme est un système darwinien, et parfois, la faute tombe sur celui auquel vous ne vous attendez pas, quoi. Mais la plupart du temps, les signes de décadence apparaissent assez vite. Donc oui, c'est faisable. Mais on ne peut pas faire de prévision. C'est complètement impossible de faire. Celui qui vous dit qu'il peut faire une prévision, c'est un plaisantin. Vous êtes maintenant président de l'Institut des Libertés, Oui, que j'ai créé avec ma fille, oui. qui propose des vidéos, des articles de blog qui sont tout à fait passionnants. Mais aujourd'hui, si on vous reçoit, c'est notamment pour la publication récente de votre ouvrage « La vérité vous rendra libre », dans lequel vous faites, dites-moi si je me trompe, mais l'histoire des 30 dernières années et essayer de comprendre les crises, la crise, puisque finalement vous dites que toutes se rejoignent, C'est toujours la même chose. avant Oui, c'est une crise. C'est une crise quand... D'abord, pourquoi le titre? Parce que c'est un titre qui est d'origine... J'allais vous des interroger évangiles. là-dessus, justement. Des évangiles, oui. Pourquoi ce titre-là? C'est parce que dans les années qui précédaient, jusqu'en 1990, on s'est battu contre ce que j'ai appelé aussi, et j'étais pas le seul d'ailleurs, l'empire du mal. Vous savez, c'était ce que disait Reagan. Il disait que le communisme, c'était l'empire du mal. Et chaque fois qu'il raccompagnait Gromyko, qui était l'ambassadeur de l'Union soviétique à Washington à l'époque, il lui disait de présenter ses respects à Darth Vader. Vous voyez, il était pour le Reagan. Et l'autre, ça le mettait dans un état de rage total. Donc c'était l'empire du mal. Donc l'empire du mal est tombé, et on s'est dit, chouette, on va pouvoir vivre librement à nouveau, enfin on va pouvoir... Et pas du tout, les gars, il y a des gars qui ont pris le pouvoir chez nous à ce moment-là, qui ont inauguré l'empire du mensonge. Donc on est passé de l'empire du mal à l'empire du mensonge, c'est pas un très gros progrès, quoi.
Et donc il y a une espèce de classe dirigeante qui a pris le pouvoir un peu partout et qui avait comme objectif de créer une espèce de technocratie. Et c'est extraordinairement curieux parce que l'Empire du Mal, c'était une technocratie communiste dont il a fallu se débarrasser. Et ça n'a pas été tellement difficile parce que les technocraties, ça se plante toujours. Et puis on a remplacé ça par une technocratie du mensonge qui est à peu près aussi bête que la technocratie du mal précédente, mais qui vient de chez nous cette fois-ci. Et c'est un phénomène très curieux qui est arrivé, où on aurait pu penser, l'histoire a hésité au début des années 90, est-ce que je vais aller vers une espèce de monde plus ouvert, moins violent, moins brutal, moins injuste. Et puis, il y a toute une série de gens, en particulier les États-Unis, qui ont décidé que les États-Unis devaient rester l'hyperpuissance seule et qu'il fallait prendre des mesures pour que les États-Unis restent l'hyperpuissance. Par exemple, à la fin des années au début des années 90, on aurait pu abolir l'OTAN. Ça ne servait plus à rien, il n'y avait plus de danger, ça ne servait plus à rien. Donc l'OTAN ne servait plus à rien, mais pas du tout, on l'a renforcé, on a commencé à attaquer des pays à droite et à gauche. Et donc on est passé comme ça insensiblement d'un système dangereux et stupide à un système qui était au moins aussi dangereux et aussi stupide, quoi. Ça a été pour moi, et d'ailleurs, une grande cause de tristesse, parce que je me disais, ben là, on a raté, au début des années 90, on a raté une évolution qui aurait pu être... Et sur la phrase de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, parce que la vérité l'empire du vaudra mal, livre. l'empire du mal, l'empire du mensonge, le mal qui c'est le malin, c'est l'empire du diable. Et qui est le prince du mensonge, c'est le mal, c'est le malin à nouveau. Donc en fait, on n'a pas changé. Ouais, on est passé de l'empire du mal à l'empire du mensonge, mais on est resté dans le mal. C'est-à-dire qu'on on aurait pu à ce moment-là sortir par le haut, et on a décidé de rester dans ces trucs crapoteux. Et est-ce que vous pensez que la prise de conscience de ce monde que vous décrivez, est-ce que la seule prise de conscience permet de devenir libre, par exemple? Exactement, c'est-à-dire que la liberté, c'est toujours la même chose. C'est la dernière phrase de mon livre d'ailleurs. Jean-Paul II avait une très belle définition de liberté qui était de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc à partir de ce moment-là, vous voulez faire ce que vous devez faire, vous êtes libre. Ben, pour pouvoir et vous vouloir, il faut comprendre, il faut analyser, il faut... Et oui, mais là où je serais tenté d'ajouter, c'est que ce que je serais tenté d'ajouter, c'est que finalement, quand on a un discours comme le vôtre, on est très vite mis au banc de la société, on ne vous invite plus dans les médias, on vous dit que vous êtes Alors là, d'extrême j'ai un coup de droite peau, avec une bien parole sûr. un peu performative. Bien sûr, mais là j'ai eu un coup de peau extraordinaire dans ma vie, c'est justement j'étais dans les marchés financiers. Et dans les marchés financiers, ne pas penser comme tout le monde, penser différemment, penser avant les autres, c'est presque certainement de vous donner une chance de gagner, alors que quand vous pensez comme tout le monde, vous perdez toujours. Donc, aussi curieux que ça paraisse, la façon que j'ai de penser, qui est de penser par moi-même, de ne pas avoir besoin des autres pour penser en quelque sorte, dans les marchés financiers, ça me permet de voir que le roi est nu avant les autres. Et donc, j'ai très bien réussi dans les marchés financiers parce que j'avais cet esprit original. Mais c'était à peu près le seul endroit où j'avais une chance. J'aurais été dans n'importe quel autre, j'aurais été chez L'Oréal ou n'importe qui, au bout de 5 minutes, on m'aurait dit de fermer ma gueule et on m'aurait viré quand même. Parce que dans les marchés financiers, ils sont très attentifs aux gars qui ne pensent pas comme tout le monde, parce que très souvent, c'est lui qui a raison. Donc moi, j'ai eu un coup de peau gigantesque. Il ne faut jamais sous-estimer le rôle de la chance. Hein. Jamais sous-estimer le rôle de la chance dans une carrière, c'est extrêmement important. Et je profite du choix de titre de votre livre pour revenir sur un autre texte que vous avez publié en 2016, Un libéral nommé Jésus, où vous dites que finalement, Jésus, c'est le premier libéral. C'est le premier libéral. Alors c'est très curieux, parce que là, la raison pour laquelle j'ai écrit ce deuxième livre, c'est que j'avais écrit un premier livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, où j'expliquais comment une économie fonctionnait et pourquoi l'euro allait se planter, pourquoi ça allait être un désastre pour l'Europe. Bon, c'était au début des années 2000, en 2001 ou 2002, je ne me souviens plus très bien. Et donc j'ai écrit ce livre qui a fait à peu près 30 000 exemplaires chez Lafon, qui était un beau succès parce que j'étais le deuxième tirage de Lafon cette année-là, personne ne me connaissait. Et puis j'ai plein de gens qui l'ont lu et qui m'ont dit « Charles, c'est très bien ce que tu dis ». J'expliquais un peu le système darwinien du capitalisme, et ils me disaient « Mais c'est complètement contre les évangiles, contre la parole de… » Alors j'ai dit « Ah bon, tiens, je vais relire les évangiles pour essayer de comprendre en quoi
ce que j'avais écrit était différent. Et j'ai relu les évangiles, et c'est une merveille. D'abord, c'est un livre qui est d'une dureté inimaginable. Vous imaginez pas, c'est un diamant qui coupe tout, ce truc. Et la deuxième chose qui était extraordinaire dans les évangiles, c'était qu'il n'y a pas une erreur économique. Vous lisez le Coran, vous lisez la Bible, il n'y a que des imbécilités économiques sur les taux d'intérêt, sur les prix, tout ça, il n'y a que des âneries. Les évangiles, ils parlent tout le temps d'économie, des hommes riches, etc. Et il n'y a pas une erreur. Tout est dans les évangiles, comme par exemple la théorie marginale de la valeur, elle est là en plein milieu, on la voit qu'elle, avec la petite vieille qui donne 2 pites qui donne plus que tous les autres qui étaient dans la salle. Donc c'est la théorie marginale de la valeur qui est là, qui vous regarde. Et personne ne l'avait vu en 2000 ans. Donc il n'y a pas une erreur. Et la deuxième chose qui est extraordinaire dans ce livre, je n'ai pris dans ce livre que les paroles du Christ. C'est-à-dire que je les ai extraites, et pas ce qu'en ont dit les autres. C'est brut, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de... Je n'ai pas essayé d'en penser ce qu'en disait Saint Paul ou n'importe quoi, ça ne m'intéressait pas. J'ai juste pris les paroles du Christ telles qu'elles sont rapportées. Et il y a 2 choses qui ressortent de ces paroles du Christ qui sont extraordinaires. La première, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il n'en a rien à foutre des syndicats, des troupes, des machins. Il va avoir une relation personnelle avec vous de 1 à 1. Et ça, c'est un truc qui a marqué profondément la civilisation chrétienne, parce qu'un type comme Huntington, dans son Clash des civilisations, là, il dit que quand on regarde les 8 ou 9 grandes civilisations qui existent aujourd'hui dans le monde, vous en avez une qui se détache de toutes les autres, c'est la civilisation chrétienne, parce que toutes les autres civilisations n'ont qu'un but, c'est la survie du groupe, de la tribu. Comment assurer la survie du groupe ou de la tribu? Et la civilisation chrétienne n'en a rien à foutre du groupe, c'est comment assurer le salut de chaque individu. Donc on dit une civilisation, mais profondément et totalement individualiste. Ce qui ne veut pas dire égoïste, c'est le contraire de l'égoïsme. L'individualisme, c'est comment vous réussissez à devenir celui que vous devriez être dans le projet de Dieu. Vous voyez, c'est une chose extraordinaire. Et si vous y arrivez, vous ferez le bien autour de vous, et donc ce sera tout sauf égoïste. Donc individualiste, Dieu ne sait compter jusqu'à 1. Et que la deuxième, c'est le Christ ne condamne jamais ceux qui sont trompés. Le fils prodigue, la femme adultère, tout ça, ils sont toujours pardonnés. Le type qui prend aucun risque, le rentier, le type qui enterre son talent, il va toujours en enfer. Donc les 2 piliers de la civilisation chrétienne, c'est l'individualisme et le bonheur par la prise de risque. Et c'est ça qui a créé toute notre civilisation, ces deux principes de base. Et justement, puisqu'on y vient, vous avez un petit peu avancé ma question suivante. Je voulais vous interroger sur votre définition du libéralisme. Alors, beaucoup de penseurs s'y sont essayés, Constant, Tocqueville, et ainsi de suite. Le meilleur, c'est Locke. Et justement, j'allais vous dire, aujourd'hui, on a une image un petit peu péjorative, en fait, une idée un peu péjorative du libéralisme, parce que si vous parlez à quelqu'un du libéralisme, il va penser égoïsme, il va penser... Et justement, est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin, nous expliquer un peu mieux comment on distingue cet égoïsme de l'individualisme rationnel? L'individualisme rationnel, si vous voulez, d'abord... Je ne vois pas pourquoi il faut condamner l'égoïsme. Philosophiquement, je trouve que l'égoïsme, c'est quand même meilleur que le type qui me dit qu'il est juste de prendre l'argent que j'ai gagné pour qu'il le dépense lui plutôt que moi. Mais je ne vois pas en quoi le fait de piquer mon pognon est altruiste. Vous comprenez, vous? C'est vrai que c'est curieux. Non, mais on considère, si vous voulez, comme altruiste de me forcer à donner le pognon que j'ai gagné à des gens qui ne vont pas travailler. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Expliquez-moi en quoi ça fait le bonheur de l'humanité. Est-ce que ça réussit une fois quelque part? Est-ce que vous avez un exemple historique que c'est jamais réussi? C'est sûr qu'on est à court d'exemples historiques. Mais on n'est pas à court de gens qui ont voulu vous voler. Non. Et qui ont décidé, comme le disait Bastia, la meilleure façon de voler, c'est quand même de créer un groupe, d'avoir une majorité à l'Assemblée et de légiférer pour rendre le vol autorisé. Mais ça se termine toujours, quand vous lisez les évangiles, le vol, par exemple le vol
de la vigne par les ouvriers de la vigne qui ne veulent pas payer le loyer à leur maître, le vol, ça se termine toujours dans le sang et dans les larmes. Ouais. Qu'ils soient autorisés, qu'ils ne soient pas autorisés. Je pourrais vous dire à l'inverse, admettons, mais le risque, est-ce que finalement, en fait, ce que vous ciblez, c'est l'imposition. Non, je n'y a pas du tout la position. La position, si vous voulez, pour faire fonctionner les services de l'État qui est nécessaire pour qu'une société libérale puisse exister, dans les limites définies par Locke, c'est-à-dire les systèmes régaliens, c'est-à-dire la justice, la police, l'armée, la défense, ça me paraît parfaitement logique. Ensuite, vous avez une deuxième étape. Il faut lire que vous lisiez l'histoire des impôts de Philippe Nemo. Philippe Nemo, c'est un type tout à fait remarquable qui lui aussi a été un peu martyrisé. Si vous voulez lire un grand livre, vous devez lire Qu'est-ce que l'Occident chrétien de Philippe Nemo, qui a été traduit en 40 langues ou je ne sais pas quoi, dont vous n'en avez jamais entendu parler à Sciences Po. Et c'est bien dommage parce que c'est un livre, il explique les 4 ou 5 grandes révolutions qu'il y a eu dans le monde chrétien depuis 5 siècles, depuis Grégoire le Grand. C'est absolument remarquable comme livre. Donc vous devez lire ces 2 livres de Philippe Nemo, c'est absolument prodigieux. Et donc le but des impôts, c'est assurer, c'est la version libérale, la marche de l'État régalien. 2, le cas échéant, pratiquer un petit peu de transferts sociaux, comme par exemple assurer une bonne éducation à tout le monde en montant un peu. Et troisièmement, c'est le niveau où on est, c'est punir ceux qui réussissent. C'est-à-dire un impôt punitif pour égaliser tout le monde en résultat. Mais ça ne marche jamais. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à l'inverse, oui, mais justement, ces cotisations sociales, etc., permettent à celui qui prend des risques d'être couvert en cas d'échec? Mais c'est pas vrai, par exemple, aujourd'hui en France, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous sautez, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de chômage, vous n'avez rien. C'est vrai. Donc, si vous voulez, au contraire, si on était dans un système juste, je vais vous prendre un exemple. Un gars qui gagne 200 000 euros par an, bon, mettons qu'il soit haut fonctionnaire, allez, au ministère des Finances, 200 000 euros par an. Il prend 0 risque. 0. Il ne lui arrivera jamais rien. Il est inspecteur des finances, il ne lui arrivera jamais rien, il est tranquille, il touchera toujours ses 200 000. Logiquement, on devrait lui piquer au moins 50% de ce pognon. Vous prenez ensuite 200 000 euros, un cadre chez L'Oréal. Il peut être viré. Donc, mettons, on l'impose à 25 000, à 25%, pas à 50%. Ça serait juste. Oui. Et puis ensuite, un chef d'entreprise qui peut tout perdre à tout moment, il touche 200 000, il devrait avoir 0 d'impôt. Donc, si vous voulez, il faut ajuster l'impôt au risque pris, quoi. Et tout le reste, c'est de la littérature. Donc, aujourd'hui, on a un système, vous connaissez la parabole des talents. Oui. Bon, vous savez, on donne 4 talents, 2 talents, 1 talent, puis le Seigneur revient 40 ans après, je ne sais pas quoi, et le premier lui rend 4 talents plus 4 talents, 2 talents plus 2 talents, et le troisième dit, je l'ai enterré, et je te le rends, et je te dois rien, parce que tu es un maître dur. Eh bien, celui qui va en enfer, c'est celui qui a enterré son talent. Et donc, aujourd'hui, notre système fiscal, c'est de piquer celui qui gagne 4 talents pour le donner à celui qui ne faut rien. Oui. Et donc, les gens me demandent pourquoi il n'y a plus de croissance. Ben, si vous êtes une équipe de foot, et chaque fois qu'un type marque un but, vous le virez pour mettre un type qui est incapable d'en marquer un, au bout d'un certain temps, toute votre équipe perd tout le temps. Et comment on gère dans une économie les personnes, je vais être un peu dur dans mes paroles, mais qui sont tout bonnement incompétentes? Et bien à ce moment-là, c'est pas très difficile. Il faut on soit le plus proche possible de la subsidiarité, c'est-à-dire que cette période vit sans doute dans une petite ville ou dans un quartier. Et à l'échelle du quartier, on organise des transferts, c'est ce qu'ils font en Suisse. Oui. Mais vous n'organisez pas des principes comme quoi quelqu'un qui arrive en France a droit automatiquement à 900 euros. Oui. Parce que ça, vous allez en avoir un paquet qui vont arriver. Et donc, comment en démocratie on arrive à concilier égalité et liberté? Alors, il y a une chose très intéressante là, c'est quand vous dites égalité, vous ne précisez pas. C'est-à-dire, vous avez l'égalité des chances et vous avez l'égalité des résultats. Dans une démocratie, il faut tout faire pour qu'il y ait une égalité des chances la plus totale possible. Que tout le monde ait la même chance au départ. L'égalité des résultats, il n'y a aucune raison d'avoir. Et toutes les civilisations qui ont essayé d'arriver à une égalité de résultats, à l'arrivée, se terminent toujours dans des camps de concentration et des gens qui sont tués. L'égalité de résultats amène toujours à la dictature. Toujours. Parce que ce n'est pas possible. D'abord, comment vous définissez l'égalité ?
Par exemple, un type peut être laid comme un pou, ce qui est très embêtant, mais avoir un charme fou. Et il plaira beaucoup aux dames. Alors qu'un type qui peut être beau comme tout et qui n'a aucun charme, ben, il n'aura aucun succès. Donc, si vous voulez, cette histoire d'égalité, il faut que tout le monde ait une chance d'avoir les meilleures études, par exemple, de faire ce qu'il a envie de faire dans la vie, mais en aucun cas, il faut que les résultats à l'arrivée soient définis comme devant être les mêmes. Donc, et ce que la gauche n'a jamais réussi à faire dans son histoire, c'est à déterminer à quel moment il fallait arrêter la course vers l'égalité. Nous, dans la droite, on a eu des problèmes avec la course vers la liberté. On a déterminé qu'il y avait certains gars qui outrepassaient, par exemple, ceux qui étaient darwiniens, qui voulaient tuer les plus faibles. On a dit non, ça se fait pas. Oui, ils l'ont essayé, hein, mais ça passe. Tout le monde a dit non, ça c'est pas bien. Et aujourd'hui, dans la course vers l'égalité, la gauche n'a jamais accepté de dire où elle arrêtait l'égalité. Et il y a eu autant de concentration pour tuer les plus faibles que pour tuer les plus forts, hein, des deux côtés. C'est pareil. Parce que l'égalité est impossible à achever. Ben, l'égalité, ça n'existe pas. C'est ce que disait Milton Friedman de façon assez brillante. Il disait les sociétés fondées sur l'égalité fondées sur la liberté arrivent toujours à une hausse de leur niveau de vie et à une plus grande égalité, surtout pour les pauvres. Et celles fondées sur l'égalité arrivent toujours, elles n'ont ni égalité ni liberté. Ouais. Donc, si vous voulez, quand quelqu'un commence à me parler de l'égalité, je me dis, bon, ben, je suis parti pour un mauvais moment, parce que là, voilà un qui n'a rien compris à toute l'histoire des 2 derniers siècles. Quoi. Le principal ennemi de l'égalité, le principal ennemi, ce qui a tué tout le monde depuis 2 siècles, c'est l'État. Tous les grands crimes depuis 2 siècles ont été faits par des États. C'est pas le capitalisme qui a tué des gens, c'est le socialisme. Je vais revenir sur... non, on va continuer sur La vérité vous rendra libre. Votre livre, vous consacrez un chapitre à Davos et au Forum économique mondial. Vous critiquez ces gens un peu en disant finalement que c'est l'État profond, le deep state en fait américain, c'est un peu l'idée que j'en retiens. Oui. Pourquoi vous faites cette critique, d'autant que j'ai quand même l'impression que le Forum économique mondial, Davos, ces gens-là sont d'abord critiqués par la gauche. J'ai l'impression en tout cas que c'est des critiques altermondialistes d'abord. Je ne sais pas si vous parlez d'un gars comme Attali, il ne m'a jamais paru comme particulièrement à droite. Hein. Non, c'est les gars qui sont partisans de l'égalité. Et comme tous ces gars qui sont partisans de l'égalité, ils disent on veut arriver à une société égale, mais il faut quand même qu'elle soit menée à maturité, cette société, par une espèce de super classe. Vous savez, le Parti communiste comme avant-garde du prolétariat, quoi, mais maintenant, les apparatchiks. Et là, maintenant, vous remplacez le Parti communiste par les gars de Davos, qui ont fait la Harvard Business School ou n'importe quoi, mais c'est pas pour aussi crétin. Et en aucun cas, en plus, ils n'ont pas l'idée de l'infinie diversité des hommes. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, Jean-Paul II, que j'ai déjà cité une fois, disait qu'une démocratie ne peut exister que dans un État-nation. Il ne peut pas y avoir de démocratie en dehors d'un État-nation. Donc ces gars-là, par définition, ils veulent détruire les États-nations, parce que l'État-nation, c'est dans le fond la protection des citoyens contre les autres citoyens du monde. Et s'il n'y a plus la protection de cet État, il est laissé en jachère, et donc il est tout seul face à une espèce de monstre qui ne peut pas réformer, pour lequel il ne peut pas voter. Et donc on a exactement le rêve du Parti communiste, mais qui a été remplacé maintenant par Bill Gates. Mais c'est le même. C'est la même idée, c'est le même rêve, c'est la même idée que je suis supérieur aux autres et que je peux décider ce qui est bon pour eux. Moi, j'ai aucune idée de ce qui est bon pour les autres. Déjà, j'ai du mal à savoir ce qui est bon pour moi. Et ça fait 80 ans que j'essaie de comprendre ce qui est bon pour moi, donc je ne vais pas essayer essayer de comprendre ce qui est bon pour les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans un système libre, comme l'était le christianisme pendant très longtemps, si vous faites ce qui est bon pour vous, vous faites ipso facto ce qui est bon pour tous les autres en même temps. C'est-à-dire, encore une fois, le contraire de l'égoïsme. Et chercher le projet qui est le vôtre, c'est tout sauf égoïste. Oui, c'est toujours ce que je dis, c'est la main invisible d'Adam Smith, et donc vous avez le choix dans la société, il n'y en a que deux, ou vous choisissez la main invisible d'Adam Smith, sur la liberté individuelle, ou vous choisissez le grand coup de pied dans le derrière de Staline.
Et il n'y a rien entre les deux. Oui. Il n'y a rien entre les deux. Parce que celui qui vous dit quelque chose d'autre, il ment. Ou il y a la contrainte, ou il y a la liberté. On va maintenant parler un petit peu de monnaie. Hmm. La monnaie. Sujet très compliqué. Vous avez été à de nombreuses reprises, et vous l'êtes encore d'ailleurs, très critique de l'euro. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que globalement, on aurait intérêt à revenir au franc? Bien sûr. On aurait dû jamais le quitter. Et ma question qui vient après, c'est est-ce que le problème c'est l'euro ou est-ce que le problème c'est les décisions de la Banque centrale? Est-ce qu'une Banque centrale nationale est nécessairement plus à même de prendre des bonnes décisions qu'une Banque centrale européenne? Parce que si une Banque centrale nationale est noyautée justement par l'idéologie que vous dénoncez à Davos, etc., en fait, on refait les mêmes erreurs avec le franc. Oui, on fait les mêmes erreurs avec le franc, mais alors la beauté, c'est que si vous avez une quinzaine de monnaies en Europe, et qu'il y a, mettons, 5 ou 6 pays qui prennent des bonnes décisions, 5 ou 6 pays qui sont à peu près merdiques, enfin qui sont pas terribles, et puis 5 ou 6 qui sont nuls, ben les 5 ou 6 monnaies qui sont très très mal gérées s'écroulent. Et donc, à l'intérieur du corps politique de ces pays-là, les gars se disent « je suis géré vraiment par des bons à rien ». Et donc ils les changent. Par exemple, des premières années de Mitterrand, où il a fait n'importe quoi, ben, le franc français s'est écroulé, et puis 3 ou 4 ans après, les Français votaient contre Mitterrand pour les élections parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient nuls. Puis ensuite, on a introduit la fixité du taux de change vis-à-vis du Deutschmark, avec M. Trichet, et ça a permis aux mauvais de rester, puisqu'ils continuent à emprunter à des taux qui n'avaient rien à voir avec la qualité de leur gestion. Donc, si vous voulez, encore une fois, où vous avez une possibilité de compétition, ce qui se passait, c'est que pendant 30 ans, la monnaie allemande était bien gérée. Donc, de plus en plus, les Français, quand ils épargnaient, ils achetaient une obligation allemande plutôt qu'une obligation française. Et donc, automatiquement, ça forçait la Banque de France et les inspecteurs des finances français à suivre une politique convenable. Mais à partir du moment où vous n'avez plus qu'une seule banque centrale, ben, les Français, par exemple, ça fait des années qu'ils auraient dû faire faillite, mais tant que la Banque centrale continue à acheter des obligations françaises, on ne fait pas faillite. Donc ça empêche la sanction. Le but de tous ces gens-là, cette classe dirigeante dont je vous parle, les hommes de Davos, ils veulent le pouvoir sans le risque du pouvoir et sans la responsabilité du pouvoir. Donc ils mettent des tas d'institutions internationales pour que leur risque n'existe pas. Mais il n'y a pas de noblesse sans se casser la gueule. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est pas qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ils veulent le pouvoir. Vous savez, dans une société, vous avez 3 niveaux. Vous avez le peuple qui se dépatouille, comme vous et moi, on essaye de gérer nos vies comme on peut. Vous avez l'administration au milieu, comment marche l'État, qui est très compliqué. Là, vous devez mettre des types qui ont une mémoire de cheval, qui n'ont aucun caractère, et qui n'ont aucun amour du risque, et qui veulent être fonctionnaires. Bon, c'est très bien, j'ai rien contre. Hein. Et puis tout en haut, vous avez la fonction politique, où le roi, s'il se trompe, doit être foudroyé. Vous savez, c'est un des vieux mythes de René Girard. Là. On foudroie le roi. Mais depuis les années de Giscard, la fonction administrative, celle du milieu, faite de brillants sujets sans aucun caractère, a pris le contrôle de la fonction politique et a instauré un système pour éviter d'être foudroyé. Et donc aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on n'a plus d'hommes politiques en France. On n'a plus que de ce que j'appelle des Agnans. Vous avez lu le Petit Nicolas ? Non. Vous n'avez pas lu le Petit Nicolas de Goscinny? C'est un truc qu'il faut lire, ça c'est merveilleux. Agnan, c'est le premier élève de la classe. C'est le meilleur élève de la classe, si vous voulez. C'est celui qui porte des lunettes. Oui. On ne peut pas lui taper dessus parce qu'il a des lunettes. Tout le monde le déteste. Il y a Clotaire qui bouffe trop et tout ça. Il y a tous les petits garçons. Et le seul avec qui on ne va jamais jouer au foot, c'est Agnan. C'est celui qui termine à l'inspection des finances et à la présidence de la République française. On a monté un système où on fait monter les bons élèves en partant du principe que celui qui a fait de bonnes études est plus intelligent que les autres, première ânerie, et deuxièmement, parce qu'il a fait de meilleures études, il sera plus capable de prendre des décisions, deuxième ânerie. Capable de prendre des décisions, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec les études. Vous êtes né capable de prendre des décisions ou pas, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir, vous ne l'apprenez pas. Et comment on fait pour choisir des gens qui
prennent des bonnes décisions? Comment on distingue le bon gestionnaire et le mauvais gestionnaire? Eh ben, on fait comme les Suisses. On n'en choisit pas. C'est eux qui choisissent. On ne choisit pas des gars qui n'ont pas assez aimé, que leur maman n'a pas assez aimé, qui ont des problèmes d'ego, qui sont un peu fous, parce que pour faire de la politique, il faut être complètement cinglé. On demande les Suisses, ils votent pour tout. Vous étiez à Grenoble, je crois. Ouais. Ils sont pas loin, la Suisse. Eh ben, vous avez le niveau de ils n'ont aucune matière première, le niveau de vie le plus élevé du monde, les comptes courants les plus élevés au monde, pas d'inflation, pas de chômage. Ouais. Et vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Non. Ben, Ah non. c'est peut-être parce que vous connaissez pas le nom d'un politicien suisse que ça marche bien. Donc pour répondre à votre question, c'est que j'ai pas besoin de quelqu'un qui prenne des décisions à ma place. Aujourd'hui, avec tous ces appareils électroniques, je peux voter 3 fois par semaine. J'ai pas besoin que quelqu'un vote à ma place. La démocratie représentative, ça vient il y a 2 siècles, quand il fallait une semaine pour aller de Toulouse à Paris. Et qu'il n'y avait pas de communication directe. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de démocratie représentative. C'est une saloperie historique qui doit être détruite. Il faut retourner à la démocratie directe. Et pour continuer sur le sujet de la monnaie, pour qu'une monnaie tienne, malgré la question des bonnes décisions, il faut quand même que le pays ait des avantages comparatifs pour éviter de disparaître dans le concert des nations. Vous n'allez pas me dire que la France n'a pas d'avantage comparatif? Justement, j'allais vous le dire, est-ce qu'on a encore un avantage comparatif à partir du moment où dès qu'on a quelque chose qui marche bien, on le vend aux Allemands ou on le vend aux Américains? D'abord, avant de le vendre aux Allemands, aux Américains, on l'impose de façon grotesque. La marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, c'est-à-dire ce qu'il leur reste une fois qu'ils ont payé tout, c'est la marge brute, quoi. C'est ce qui reste dans le tiroir de la caissière, quoi. Elle est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Suisse. Donc, tant qu'on considérera que celui qui crée de la valeur, c'est l'État, et celui qui vole, c'est les entreprises, alors que dans la réalité, c'est le contraire. C'est l'État qui vole et les entreprises qui créent de la valeur, ben on continuera à s'appauvrir. Si vous voulez que la France s'en sorte, ben, c'est pas très difficile. C'est toujours une question de taxation, en fait. Il suffit simplement de rendre les fonctionnaires inéligibles. Les fonctionnaires ont le droit de se présenter, mais ils n'ont plus jamais le droit de retourner dans la fonction publique après. Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, ils restent dans la fonction publique. S'ils sont battus l'élection suivante, ils retournent dans la fonction publique avec leur carrière qui a continué à bouger comme si de rien n'était. Et donc, automatiquement, vous avez une chambre où il y a les 2/3 de fonctionnaires. Et si vous avez une chambre où il y a les 2/3 de fonctionnaires, 1, ce n'est pas démocratique, et 2, ils prendront des mesures favorables aux fonctionnaires. Dans la Chambre des communes en Angleterre, je crois qu'il doit y avoir que 450 professions. Chez nous, il doit y en avoir 15 ou 20. Donc, si vous voulez, il faut rendre la parole au peuple. Il faut l'enlever aux fonctionnaires, et il faut le rendre la parole au peuple. Celui qui bosse, c'est pas difficile. Clémenceau disait la guerre est quelque chose de trop importante pour la laisser aux militaires. Ben, l'économie est quelque chose de trop important pour la laisser à ces corneaux qui ne comprennent rien, qui ne savent pas créer de la valeur, quoi. C'est absolument... Ils ne savent même pas ce que c'est que la valeur, d'ailleurs. Et ça, c'est pas du tout un problème d'études, c'est pas du tout un problème de compétences, c'est vraiment le logiciel. Ben, vous savez, je crois qui n'est pas bon. qu'en Suisse, il n'y a que 30% des gens qui font des études supérieures. Mais les autres, ils font des espèces d'apprentissage dans la banque, dans l'industrie, etc. Ils sont très contents, très heureux, ils ont des niveaux de vie pas possibles. Et puis nous, on a je ne sais pas combien de gars qui font des études de sociologie et qui terminent après 2 masters chez McDonald's à vendre des... Parce que ça ne sert à rien ce qu'ils étudient. À quoi ça sert de former des gars qui font des études qui ne servent à rien? Si ce n'est à être malheureux. Oui, c'est sûr. C'est une forme de pensée pour dire... Ben, c'est une forme de pensée pour dire si je travaille avec mes mains, je suis un crétin. C'est idiot. Parce Oui, que moi, j'ai vu des gars qui travaillent avec leurs mains, qui font des choses admirables avec leurs mains. C'est très beau ce qu'ils font. Oui. On a dévalué en fait finalement la filière professionnelle pour y envoyer les gens qui n'arrivaient pas dans les filières, on va dire, plus littéraires. Plus littéraire. C'est une voie de garage finalement. Mais cette histoire de dire que s'il y a 93% des gens qui réussissent au bac, contre 30 quand j'avais votre âge, là, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait des faux diplômes, comme on aurait fait de la fausse monnaie. Si vous triplez la quantité de monnaie dans un pays, le pays ne devient pas plus riche. Oui, La valeur de la monnaie baisse du prix du quantité que vous avez imprimée. Hein, bon. Et donc, si vous faites des faux diplômes, vous ne faites pas plus de gens intelligents.
Vous faites les 2 tiers de gens qui sont malheureux et qui n'ont pas de boulot. C'est idiot. Encore une fois, c'est un mensonge, en C'est fait. un mensonge. On leur propose, faites des études, vous réussirez dans la vie, mais en fait, les études ne valent rien, ne valent plus rien. Pas toutes. Pas toutes, évidemment, mais je veux dire, Exactement. l'essentiel des... On leur ment. C'est-à-dire Schumpeter avait une idée très forte dans le Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qui est un de ses grands bouquins, sans doute le plus grand. Et il disait, le problème du capitalisme, il est assez simple, c'est que ça fait monter le niveau de vie des gens de façon extraordinaire. À partir du moment où le niveau de vie monte des gens de façon extraordinaire, ils dépensent un pognon noir dans l'éducation. C'est logique. Vous voulez éduquer vos enfants comme il faut. Et à partir du moment où vous dépensez ça, vous créez toute une série de faux intellectuels qui vont être malheureux comme tout parce qu'ils n'auront pas le boulot qu'ils espéraient avoir en ayant fait les études. Vous savez ? Oui. Et donc tous ces gars-là votent à gauche et ensuite se débrouillent pour en disant c'est la faute du capitalisme. Et donc ils font tout pour empêcher le capitalisme de monter et donc la société s'écroule. Oui. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, les socialistes sont en train de tuer le capitalisme, qui va faire un écroulement du niveau de vie, qui fait qu'on pourra plus payer ces fausses études, et qu'on pourra repartir après d'un bon pied, avec les vrais intellectuels qui font des vraies études, et les autres qui bosseront. C'était ce qui s'est passé en Asie. Donc aujourd'hui, on a un système parfaitement net, où vous voyez le vrai capitalisme émerger en Asie, oui, et le nôtre être tué par les faux intellectuels. Mais ce que je ne comprends pas, c'est des gens qui, même parfois les plus extrêmes, Jean-Luc Mélenchon, ou même dans la Macronie, c'est des gens qui sont très cultivés, qui ont lu, qui ont étudié ces sujets. Il n'y a rien de plus... Vous faites une erreur considérable, c'est que le bourgeois cultivé a toujours été pour la tyrannie. Celui qui a toujours été pour la liberté, c'est le peuple. Oui. Vous voulez, la France n'a jamais été sauvée par la bourgeoisie. La France a toujours été sauvée par le peuple, jamais par la bourgeoisie. Celui qui aime la liberté, qui crée de la beauté, presque naturellement, c'est le peuple. Oui. Le bourgeois, c'est l'art-pompier. Non, vous pensez que parce qu'on a fait des études, on est intelligent et on est plus à même de comprendre. En fait, toutes les études montrent qu'il n'y a personne qui aime la tyrannie plus que le bourgeois éduqué. Le bourgeois éduqué déteste la liberté, parce qu'il le perçoit comme une concurrence des gens en dessous. Et est-ce que ça veut dire que finalement, on ne pourra jamais s'en sortir avec le système actuel? On peut s'en sortir très bien, il suffit de passer les Suisses, ils n'ont aucun problème. Hein. Oui. Et on n'a aucun problème. Il faut enlever... Imagine, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une classe a pris le pouvoir et l'a monopolisé pour éviter de jamais le perdre. Oui. Par exemple, si vous voyez la moindre différence entre Juppé et Fabius, l'un qui était de gauche et l'autre qui était de droite, ils étaient tous les deux désastreux. Comme Premier ministre, ils ont été effrayants. Et ils ont fait le même genre de bêtises en surestimant leur intelligence et en sous-estimant la capacité du système à s'adapter. Bon. Donc si vous acceptez cette idée, le problème, c'est comment on se débarrasse de cette classe. Alors l'habitude, on peut faire une révolution. Vous les pendez haut et court. Mais immédiatement après, c'est ce que Tocqueville a très bien montré dans l'Ancien Régime et la Révolution, il y a les mêmes qui reviennent. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce problème, c'est un problème. Donc, la seule solution, c'est de leur enlever leur légitimité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils gouvernent au nom du peuple. Il faut que ce soit le peuple qui se gouverne lui-même. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, ils resteront dans leur administration. Et vous pensez que donc, avec par exemple des référendums très réguliers, comme en Non, Suisse... pas très réguliers, il faut que le peuple ait l'initiative de l'emploi du temps. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide ce sur quoi on va voter. D'accord. C'est certainement pas les gars... Regardez, quels sont les problèmes qui intéressent les Français? Mettons l'immigration. Ça fait combien de temps qu'on parle de l'immigration? Ça fait 20 ans, non? On n'a toujours pas eu de référendum. Si on avait eu l'initiative populaire pour un référendum, il y a longtemps qu'on en aurait eu un. C'est sûr. Donc, si vous voulez, il faut retirer l'initiative à cette classe et la redonner au souverain, au peuple. Et dans ce contexte-là, vous avez vanté les résultats de la Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'en sortent bien, en tout cas mieux que nous, en France? Oui, vous avez toute une série de pays en Asie qui s'en sortent très bien, mais c'est parce qu'ils sont dans une phase de leur développement
où il faut copier et pas inventer. C'est-à-dire que la beauté, si vous voulez, vous avez deux sortes de capitalisme, ce que j'appelle le capitalisme ricardien. Vous avez, par exemple, vous faites une grande zone de développement dans l'océan Indien, c'est ce qui arrive en ce moment, et donc il va falloir établir des liaisons entre l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, tout ça va faire un énorme développement. Tout le monde va aller vers là où il est le meilleur, là où il a des avantages comparatifs, et donc il va y avoir une zone de croissance très forte. Mais là, ça ne nécessite pas d'invention, puisqu'on sait faire des télécoms, on sait faire des aéroports, on sait faire des ports, on sait faire des routes, tout ça on sait faire. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'a connu la Chine depuis 30 ans. Mais arrive la deuxième phase, quand vous êtes arrivé à la fin de cette croissance, où il faut une croissance schumpeterienne par les inventions. Et là, ça suppose la liberté. On en revient toujours à la liberté. Si vous voulez, une croissance infinie, c'est toujours fondé sur l'esprit humain qui est infini. C'est jamais fondé sur une capacité de quoi que ce soit. Justement, en Argentine, en ce moment, Javier Milei vient d'être élu Ouais. sur un programme qui est très décapant, en fait. Et on se souvient de la tronçonneuse, il a dit on revient, en fait, finalement, on en revient au régalien et le reste, Démerden sich. Oui. pour vous, c'est une bonne direction? Je ne sais pas s'il va y arriver, mais je me souviens très bien, dans les années 1980, au début des années 80, le Canada était en train de s'enfoncer. On appelait le dollar canadien le peso canadien, vous savez, parce qu'il y avait une inflation, il y avait le père de Trudeau qui avait fait bêtise sur bêtise, socialiste, qui était un... Bref, à peu près aussi crétin que son fils. Et puis il y a des décideurs qui sont arrivés, des conservateurs, qui ont dit, bon, ben, on va nettoyer ça. Et celui qui était chargé de nettoyer, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Chrétien, qui était c'est le rigolo, comme ça. C'est un petit sourire de l'histoire. Et il lui a dit, alors comment vous allez faire? Il a dit, il y a deux façons. C'est moi, il a dit, je suis un bûcheron, je suis un Canadien, je connais le bois, je suis un bûcheron. Vous avez deux façons de travailler le bois. Ou vous le rabotez, doucement, doucement, et il ne se passe jamais rien, ou vous y allez à l'âche et vous faites une clairière. Donc, ce que je vais faire, c'est que tous les ministères vont baisser leurs dépenses de 20%. Pas de question. Tout le monde a dit ça va déclencher une dépression épouvantable, vous ne vous rendez pas compte, cette demande qui va disparaître. Il a dit je m'en fous, 20%. Ils n'ont pas eu de récession alors ça pendant 15 ans, ils ont boomé comme des fous et le dollar canadien est monté. Donc il n'y a pas d'autre. Si vous avez une épargne limitée et qu'à la place d'être dévoré par un monstre qui n'en fait rien et qui le distribue n'importe comment, vous le donnez à des gens qui n'enterrent pas leur talent, la croissance augmente, elle ne diminue pas. Et sur l'une de ces idées en particulier, qui est finalement d'abandonner le peso, c'est de se dire on se cale sur le dollar. Non, ça c'est une erreur. Il ne le fera pas, ça. Oui. C'est une grosse erreur. Parce que il faut que la monnaie évolue en fonction de la productivité de l'Argentine, pas de la productivité des États-Unis. Oui. Donc, si vous voulez, votre monnaie, c'est la représentation que se font les marchés de votre productivité du travail. Oui. Et donc, si vous la collez trop haut, bah, vous faites faillite. Donc s'il fait ça, c'est la faillite. C'est la faillite. Mais il ne l'a pas fait, il a arrêté tout de suite. Oui, d'accord. Il a l'air d'apprendre très vite, ce jeune homme. Est-ce que vous pensez qu'on peut, qu'on doit ou qu'on peut diriger un État comme une entreprise? Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est une erreur considérable. C'est notamment un peu ce que le macronisme avait promis en disant Startup Nation. Le jour où on pourrait dire que Macron comprend quelque chose à l'économie ou à la nation, c'est que je serais vraiment très vieux et très fatigué. Hein. Ce garçon ne comprend rien à rien. Il a fait de bonnes études, mais il est bête comme un âne qui recule. Il s'entoure que de gens nuls. Donc, si vous voulez... Non, l'État, c'est l'endroit où la solidarité nationale s'exprime et où les coûts ne peuvent pas être couverts par des activités de marché. Vous ne pouvez pas avoir une police privée, vous ne pouvez pas avoir une justice privée, vous ne pouvez pas avoir une armée privée, vous ne pouvez pas avoir une diplomatie privée parce qu'elle se fait acheter. Donc, si vous voulez, c'est les trucs qui, justement, sont le cœur de l'État-nation et qui sont là pour protéger le reste de la population contre les attaques des brigands à l'intérieur et des brigands à l'extérieur. Donc, prétendre que ce sont des activités de marché qu'il faut gérer comme une entreprise, prétendre, par exemple, je ne sais pas, que l'enseignement doit être rentable, ça mérite des claques, quoi. Ça prouve juste que c'est un gros nul. L'enseignement ne peut pas être rentable.
Oui, mais est-ce qu'on peut pas se dire l'État... Il peut être concurrentiel, mais il ne peut pas être rentable. Oui, mais est-ce qu'on peut pas se dire, eh ben, finalement, on gère l'État comme une entreprise à ceci près qu'on remplace le profit par l'utilité? Oui, mais vous la mesurez comment l'utilité, vous? Le profit, c'est quand vous avez, si on fait un deal entre les deux, je vous vends un truc à 4, ça m'a coûté 3 à le faire, je suis content parce que je vous vends à 4 et vous êtes content parce que sinon vous l'auriez acheté à 5 chez un concurrent. Ouais. Donc le profit, c'est ce qui se dégage quand il y a une transaction volontaire entre deux personnes et que les deux ont été gagnantes. Comment vous mesurez votre utilité s'il n'y a pas un prix? C'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est pas jouable, ça a été essayé par la valeur travail et les soviétiques, et ça se termine toujours en camp de concentration. Ouais. La seule façon, c'est le prix. Donc vous devez... Il y a des activités qui ne peuvent pas avoir de prix, mais qui peuvent avoir un coût, mais qui ne peuvent pas avoir de prix. C'est pas la même chose. Hein. Ouais. Le coût, vous le couvrez par les impôts. Le prix, c'est volontaire. Les impôts, c'est accepté. Donc vous allez avoir un coût, mais pas un prix. Je vous donne un parfait exemple. En 92, la Suède fait faillite. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils avaient un énorme système éducatif, organisé comme l'éducation nationale française, pyramidale, avec des couilles, puis ça ne marchait pas du tout. Et donc ils ont dit, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est Ils ont posé la question aux Suédois. Première question, est-ce que tout le monde doit avoir une bonne éducation? Tout le monde a dit oui. Est-ce que ça doit être payé par les impôts? Tout le monde a dit oui, oui, ça doit être payé par les impôts. Troisième question, est-ce que ça doit être fait par des fonctionnaires? Non, pourquoi? Et donc, ils ont créé, 7 familles peuvent créer une école, et les municipalités dans lesquelles l'école est créée donnent un ticket d'éducation à chacun des enfants, qui est payé par les impôts. Donc, vous réintroduisez la concurrence dans l'éducation sans réintroduire l'argent. Et ça, c'est malin. Vous pouvez faire ça pour les hôpitaux, vous pouvez faire ça pour les transports en commun, vous pouvez faire ça, c'est payé par les impôts, si vous voulez que ces choses-là soient payées par les impôts. Mais vous réintroduisez la concurrence, vous empêchez la prise de pouvoir de fonctionnaires qui se bâtissent des rentes sur ces deux coups-là. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle en disant, donc, diriger un État, c'est plutôt le diriger comme une famille, en fait? Oui, tout à fait. L'idée de la famille n'est pas oui, parce que par exemple, moi, je suis un ennemi forcené du socialisme, du communisme, de ce que vous voulez, mais dans ma famille, je le pratique avec beaucoup de... Parce que c'est ma volonté. Oui. Parce que j'accepte, si vous voulez, ben, j'ai eu des frères et des sœurs qui ont gagné moins d'argent que moi, donc quand leurs enfants ont un problème, ben, je racle. Mais ça m'est égal, ça, je le fais volontairement. Personne ne me force à le faire. Ouais. C'est ce que j'appelle la différence entre l'individualisme et l'égoïsme. Ouais. Et donc, si l'État doit se retirer de la sphère économique, laisser les gens, laisser le libre cours à leur créativité, à leur talent, etc., que dites-vous des politiques concurrentielles? Est-ce que l'Europe, par exemple, vient casser régulièrement le moindre monopole, la moindre oligopole qui se profile? Et c'est pas vrai. C'est ce qu'ils vous disent qu'ils font, mais c'est ce qu'ils font pas. Parce que par exemple, vous avez un oligopole total qui est en train de se faire dans le domaine des médicaments, où il n'y a plus que 3 ou 4 firmes, et en fait, ils touchent comme des fous. Madame von der Leyen a touché un maximum pour cette histoire de... Et on ne réussit pas à avoir les vrais chiffres. Oui. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le but de tout capitaliste, il a gagné de l'argent en prenant des risques. Oui. Puis à un moment dans sa vie, il se dit, c'est quand même très con de prendre des risques. Ce serait mieux si quelqu'un pouvait me garantir mon profit sans que j'ai de prendre de risques. Donc à ce moment-là, il se rapproche de l'État et il essaye de demander à l'État de devenir protectionniste, de l'aider lui, mais pas les autres. Et donc il achète les fonctionnaires. Et ça, c'est une des maladies mortelles du capitalisme. Transformer le profit en rente, c'est contre ça que l'État doit lutter avant tout. Et est-ce que, donc, l'État doit casser les monopoles? Bien évidemment. Et donc ça veut dire qu'on fait bien... Mais ça dépend, il y a des endroits où il peut y avoir des monopoles, par exemple dans le domaine de l'énergie, l'électricité. Oui, les monopoles naturels... je peux faire des tas d'études pour vous montrer que avoir un seul producteur d'électricité en France, c'est loin d'être idiot, quoi. C'est plus malin que d'avoir des... Donc il peut y avoir, mais à ce moment-là, c'est encore une fois, à la limite, le peuple qui décide par une votation. Donc là aussi, on revient... On revient, c'est lui qui décide, c'est pas les producteurs qui décident.
Et comment on fait pour mettre une limite, en fait, si vous voulez, à l'intervention de l'État? C'est-à-dire, OK, vous lui dites, l'État doit casser les monopoles, mais comment on fait en sorte que l'État commence pas à dire, ah bah là, il y a un monopole bien, etc. Le vote, est-ce que c'est... C'est encore une fois, c'est le principe de base, c'est le droit de propriété, c'est intouchable. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir une cour de justice, le type dit, il est en train d'essayer de me créer des faux concurrents, etc., alors que j'en ai déjà suffisamment. Donc en principe, c'est là où vous avez, dans le libéralisme de Locke, le droit de propriété est un truc absolument intouchable. Sauf s'il met en jeu la cohésion nationale. À ce moment-là, on a le droit de le toucher, mais c'est un acte qui se fait rarement. Ça veut dire quoi, mettre en jeu la cohésion nationale? Mais je sais pas, c'est par exemple forcer tous les gens à se vacciner, alors que ce qui permet à des gens de gagner plein de pognon, alors qu'on sait que le vaccin ne marche pas. Il paraît par exemple que M. Macron, d'après ce que dit Jean Lassalle, il a toutes les preuves, ne s'est pas fait vacciner, parce qu'il savait que c'était une saloperie. Vous trouvez que c'est pas on n'a pas mis en jeu la cohésion nationale, là? C'est sûr que c'est délicat, mais là encore, c'est une décision de l'Europe. Mais qui n'a pas été prise de façon démocratique. Ah, c'est sûr. Donc, si vous C'est voulez là encore, où je veux on revient au revenir, même disons problème. l'Europe. Si vous demandez à des gens non élus de prendre une décision sur le droit de propriété de gens qui ont fait des inventions, je suis bien certain que les gens non élus vont tout faire pour essayer de voler l'argent des autres. Ah bah Vous oui. savez, il y a un truc. Ce que disait encore une fois Milton Friedman, il disait il y a une chose qui est absolument certaine dans tous les pays, c'est que si un pays introduit des lois, des règlements pour empêcher la production, de façon arbitraire, la première des choses qu'un homme d'affaires doit faire, c'est acheter le fonctionnaire. C'est ce qui marche le mieux. La corruption. La corruption. La corruption, vous avez un parallèle complet entre la taille de l'État dans l'économie et le système de corruption. Plus l'État est élevé, plus la corruption est forte. Mais qui gagne dans la corruption? Le système politique. C'est une façon pour le système politique de voler le travail des gens qui travaillent. On arrive bientôt à la fin de l'entretien. On a été très critique, vous avez été très critique de ce système politique. Quelles sont les raisons d'espérer? C'est l'un de vos titres. Les raisons d'espérer, si vous voulez, c'est qu'on arrive à la fin aujourd'hui. On a tellement tiré sur la monnaie qu'on va avoir un drame monétaire dans les années qui viennent. C'est-à-dire que nos monnaies vont aller à zéro. Ce qui ne veut pas dire que nos systèmes économiques vont aller à zéro. Par exemple, prenez Air Liquide, qui est une valeur superbe en France. Ils ont des usines partout dans le monde. C'est coté à Paris. Si la monnaie française venait à disparaître, on ne pourrait plus coter Air Liquide. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne serait plus là. Oui. Donc, si vous voulez, ce qui va disparaître, c'est tous les faux droits qui ont été payés en émettant des obligations. Les retraites, tout ça. Donc, il va y avoir une baisse profonde. Aujourd'hui, ça fait à peu près 50 ans, allez, qu'on vit en France avec l'argent qu'on gagne, plus l'argent qu'on emprunte. Oui. C'est-à-dire, notre niveau de vie, c'est de l'argent gagné, de moins en moins, et de l'argent emprunté de plus en plus. Le jour où on ne peut plus emprunter, il va falloir que notre niveau de vie tombe à l'argent gagné. Oui. Et encore, probablement avec un remboursement. Donc, devant nous, ce que disait ROEF, c'est que le taux de change, c'est l'égout collecteur des droits non gagnés. On a distribué des droits non gagnés à n'en plus finir pour gagner des élections à la con depuis 40 ans. Et bien, ces droits non gagnés, ils ne vont pas être payés. Simplement, vous avez parlé de valeur. Qu'est-ce que la valeur? Dans l'entretien, vous avez notamment dit que Macron, par exemple, ne comprenait rien à la valeur. Rien à la valeur. La valeur, c'est un machin qui existe, qui est complètement subjectif. Et vous avez par exemple 1 milliard de valeurs dans votre tête, puis moi j'en ai 1 milliard aussi, et puis de temps en temps, on a 2 valeurs qui se rapprochent, et on arrive à un prix. Et ce prix concrétise la valeur au moment où il a eu lieu. Et puis ensuite, il peut changer. Parce que 2 autres personnes peuvent arriver à un prix différent. Donc la valeur, c'est complètement subjectif, et le prix, c'est objectif. Oui, c'est la fameuse idée, le prix contient toutes les informations. Le prix contient toutes les informations au moment où il a lieu. Et pour peu que les deux soient volontaires, pour peu que la transaction soit volontaire, sinon il ne contient rien du tout. S'il n'y en a qu'un des deux qui est volontaire, si vous avez un grand coup de pied, ça n'a aucune valeur, si ce n'est que le coup de pied était fort dans le derrière, quoi, c'est tout. Donc la valeur, c'est quelque chose qui doit bouger tout le temps,
Et vous, en tant qu'homme d'affaires ou entrepreneur, vous devez vous adapter au changement des valeurs telles qu'elles sont définies par les prix. Mais ça veut dire qu'il faut que les prix soient libres. Parce que sinon, vous prenez une information qui est fausse. Et donc, quand vous n'avez pas de prix libre, parce que le taux de change est fixé, les taux d'intérêt sont fixés ou je ne sais pas quelle bêtise, à ce moment-là, en tant qu'homme d'affaires, vous ne pouvez pas prendre de décision rationnelle. Ça complique les choses. Ben, à ce moment-là, l'économie se viande. C'est comme c'est vous, ce que vous me dites, c'est qu'il faut que je prenne une information avec les Izvestia et la Pravda pendant les années 70, quoi. Ben, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de liberté, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes générations? Aux jeunes générations, je leur dis un truc très simple, c'est que vous allez entrer dans une période passionnante. On a été dans une période où on était lentement étouffé, là, et puis d'un seul coup, ça va péter, et ça va devenir passionnant. Vous savez ce que disent les Chinois, c'est que crise et opportunité, c'est le même hiéroglyphe, là. Donc on va rentrer dans une période où ça va bouger. Et si vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous allez bien rigoler. Tandis que moi, ça fait 40 ans que je me sens étouffé doucement. Donc vous avez du pot, vous allez être libre. Peut-être pauvre, mais libre. C'est plus important d'être libre? Beaucoup plus important d'être libre. Beaucoup plus important. La pauvreté, tout le monde s'en fout. Et pour conclure, avez-vous un conseil de lecture, de film, de série, quelque chose, de musique, je ne sais pas, une référence culturelle à conseiller à nos auditeurs? Alors j'ai toujours 2 ou 3 bouquins qui m'ont beaucoup frappé, mais si vous voulez avoir... Il y a une femme tout à fait remarquable qui avait écrit ce livre qui s'appelait... qui a été traduit en France sous le nom de La Grève. C'est Ayn Rand. Elle a écrit dans les années 40 et 50 pour montrer à quoi amener une société qui était fondée sur la bienveillance. Et ça s'appelait, en anglais, c'est Atlas Shrugged. Donc, lisez-le plutôt en anglais, mais si vous devez le lire en français, ça s'appelle La Grève. Et c'est une femme qui va jusqu'au bout absolument de la logique de la bienveillance pour amener que ça mène à des sociétés abominables. Abominables. Et c'est à mourir de rire parce que au début, vous dites c'est bien, c'est bien, c'est bien, puis petit à petit, vous allez vers un enfer. Et c'est un roman qui se lit assez facilement, qui est très violent, intellectuellement, parce que vous vous dites mais c'est pas vrai, et pourtant vous vous rendez compte qu'elle a raison, quoi. Et elle a écrit dans les années 60, 70 des trucs sur ce qui se passait aux États-Unis avec les hippies et tout, qui sont à mourir de rire. Donc, Ayn Rand, sa recherche intellectuelle, c'est de montrer que l'égoïsme amène à des sociétés harmonieuses. Et la bienveillance, la générosité amènent à des saloperies. Et c'est un peu exagéré, mais c'est très marrant à lire parce que d'un seul coup, vous dites, mais Atlas Shrugged, c'est le livre qui aux États-Unis est le plus lu après la Bible. Donc si vous voulez, ça a été un immense succès. Et donc, si vous voulez attraper, vous faire une cure de désintoxication des idées à la con que vous apprenez à Sciences Po, Ayn Rand, c'est ce que vous avez de mieux. Ok. D'accord, merci beaucoup Charles Gave d'avoir accepté cet entretien. Voilà, ça m'a fait plaisir.